Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je continue ce format de vidéo où je raconte l'histoire d'un sujet. On a parlé d'auteurs, on a énormément aussi parlé des sujets du roman au film, ce qui sera aussi d'ailleurs le sujet de la semaine prochaine. Je vous laisse d'ailleurs me dire en commentaire sur quel film portera cette vidéo. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler, vous présenter un sujet que tout le monde évidemment connaît et que vous avez tous probablement déjà consommé. Oui, on va employer le terme consommer. Aujourd'hui, j'ai choisi donc de vous raconter, vous l'avez vu dans le titre de toute façon, l'histoire du hentai. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous demander, évidemment si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à cette chaîne et de laisser un petit like et pourquoi pas un commentaire si l'envie vous en dit. Ça vous prend quelques secondes, pour moi c'est un soutien énorme. Merci infiniment à ceux qui sont déjà abonnés, merci infiniment à ceux qui prendront le temps de s'abonner. Évidemment, vous vous en doutez, mais le hentai, ça naît au Japon. Le sexe, c'est une industrie extrêmement grande et extrêmement importante dans le monde, et ça, depuis toujours. Au XVIIe siècle, avant l'arrivée du manga, tel qu'on le connaît aujourd'hui, on trouvait déjà des œuvres érotiques dans les arts traditionnels du Japon. Comme par exemple les ukiyo-e, des estampes extrêmement populaires au Japon du XVIIe au XIXe siècle. Et à travers ces certains ukiyo-e, on voit déjà, ici par exemple, que des tentacules sont là depuis vraiment très longtemps au Japon. Ces estampes sont d'ailleurs aussi appelées des shunga, des illustrations explicites représentant des scènes et des actes sexuels. Les shunga étaient évidemment extrêmement populaires. Ils circulaient dans la population japonaise et c'était de véritables œuvres d'art vendues à des prix qui, plus la scène était fantaisiste, plus elle prenait de la valeur. Et sur la plupart de ces estampes aussi on peut y retrouver généralement des textes. Bien souvent ces textes ce sera soit de la poésie, soit de l'humour. Donc déjà, juste avec cette première apparition des estampes sexualisées, ça nous montre déjà l'avance importante qu'avait le Japon par rapport à la sexualité ouverte. Contrairement donc à l'Occident où on garde ça généralement extrêmement secret, c'est très intime, c'est quelque chose qui nous concerne nous et pas les autres. Évidemment, il y avait beaucoup d'œuvres et de tableaux qui mettaient ça en avant, ou des personnes dénudées, mais c'était pas aussi fantaisiste, évidemment, qu'au Japon. Au début du XXe siècle, dans l'ère Meiji, l'Occident a commencé à influencer le Japon sur la perception de la sexualité. Le mot hentai, signifiant pervers ou anormal, n'est pas encore utilisé. Cependant, les écrits érotiques deviennent de vrais récits, qui ont une réelle histoire, qu'elle soit dans un contexte réaliste d'ailleurs ou non. Ce qui donc, petit à petit, a permis à érotiser les mangas tels qu'on les connaît, mais aussi les animés. Le sexe commence à devenir un sujet bien plus personnel et intime au Japon. Ce ne sont plus des œuvres qu'on trouvait un peu partout et facilement, contrairement aux 2 siècles précédents. Le Japon a donc été influencé par l'Occident pour rendre toute cette partie sexuelle beaucoup plus intimiste et plus personnelle qu'elle ne l'était juste avant. Le sexe devient donc un sujet beaucoup plus tabou. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que le manga commence réellement à s'exporter, et commence surtout à classer les mangas en divers termes. Chaque terme définira alors un genre particulier. Ces termes, on les connaît, shonen, shoujo, josei, etc. Et c'est donc à cette période que le terme hentai, vous vous en doutez, sera utilisé pour réellement catégoriser les œuvres qui parlent de sexe. Le Japon verra alors arriver les magazines de prépublication de manga tels qu'on les connaît tous. Premier exemple connu, le Shonen Jump, où certaines histoires sont donc un peu plus osées, où justement le Shonen Jump va rendre classique et populariser un genre qu'on connaît tous, le fanservice, sans pour autant montrer de réelles scènes d'actes sexuels entre 2 personnes. Parce que là, ce qu'on cherche surtout à faire, c'est faire fantasmer l'acte. Le lectorat visé pour le Shonen Jump, c'est évidemment les jeunes adolescents, donc on va pas montrer de réelles scènes de sexe alors qu'ils ne sont pas réellement encore en âge de pratiquer ce genre d'acte. Ce qu'on fait donc, c'est en montrer très peu, et les lecteurs savent très bien où trouver ce qu'ils ont envie de voir, si jamais ils ont envie d'en voir plus dans d'autres magazines, des magazines un peu plus adultes, qui ne leur sont pas pour autant accessibles. Mais là, le but, c'est réellement de faire fantasmer, de donner l'envie au lecteur de, par exemple, matcher 2 personnes. Dans les années 80, c'est là que réellement le hentai commence à s'imposer dans le milieu du manga. La technologie vient réellement apporter un plus. Le fait de pouvoir diffuser ça à plus grande échelle qu'au simple format papier, la diffusion de scènes érotiques devient de plus en plus accessible pour tout le monde. On commence réellement à avoir des magazines dédiés exclusivement au hentai, comme le Fuzoku Shimbun ou encore le Bunkasha. Ces magazines se voient réellement publier des récits érotiques, mais surtout bien plus excentriques, voire sadiques, avec des scènes aussi parfois très fantaisistes, comme justement avec le classique des tentacules. Ces magazines étant principalement destinés aux jeunes adultes, évidemment, on n'a pas pu empêcher le fait que certains jeunes adolescents se les procurent, et commencent donc forcément à s'intéresser à un peu plus que du simple fanservice.
La technologie a rendu le sexe bien plus facile à découvrir. Et c'est également d'ailleurs à cette période que donc va naître le hentai sous forme d'animé, continuant à mettre en avant donc le sexe sous diverses manières et à populariser énormément le genre. Vous pouvez donc remercier en commentaire les studios à réellement avoir commencé à produire du hentai sous forme d'animé. Au XXIe siècle, Internet permet la diffusion des hentai à une échelle bien plus importante. Le hentai devient alors international. Des sites diffusant déjà des films érotiques se sont vus donc agrandir de manière assez importante leur catalogue. Le hentai devient alors une industrie encore plus populaire, permettant de montrer des scènes et des actes sexuels qui étaient alors impossibles à réaliser avec de réelles personnes. Ou du moins, personne n'avait envie de faire des trucs chelous avec un poulpe. L'animation permet évidemment de créer des scènes bien plus improbables, ce qui va donc permettre pour certains d'assouvir un fantasme, ou alors justement de donner naissance à des fantasmes qu'eux-mêmes ne soupçonnaient pas encore chez eux. Mais justement, le souci avec ces animés, c'est les scènes qui sont en train de montrer. Il y en a pas beaucoup, enfin, si justement il y en a peut-être un peu trop. Les scènes surréalistes, ça plaît pas à tout le monde. Et donc l'impact que tout ça va avoir, c'est qu'à travers tous ces hentai complètement surréalistes et fantasmés un peu trop par beaucoup, l'image de la femme va devenir assez mauvaise. La femme subit réellement une objectification. Victime un peu trop souvent de violences sexuelles, et généralement tout ça, c'est non consenti. Ça a beau être des animés, pour certains évidemment ça ne leur plaît pas, ce que je peux comprendre et c'est normal, mais le souci c'est que pour beaucoup ça devient aussi un fantasme. Le hentai est désormais une industrie gigantesque. Le monde entier en consomme, ça rapporte une fortune, seulement tout ça, ça commence réellement à poser un problème d'éthique au sein de l'industrie pornographique. Le gouvernement japonais subit d'énormes pressions et se voit alors dans l'obligation de mettre en place des régularisations concernant la représentation explicite de la sexualité dans les médias. Les animés comme les mangas se voient alors contraints de modifier certaines œuvres, contraints à l'autocensure afin de se conformer aux lois japonaises sur la décence publique. On se met alors à flouter ou obscurcir les parties génitales, tout ça afin de rester dans le respect de la loi. C'est aussi pour ça que dans beaucoup de sites spécialisés, je vous laisse chercher, il y a des hentai que vous pouvez retrouver censurés, mais aussi que vous pouvez trouver non censurés. La diffusion au Japon devient extrêmement contrôlée, et évidemment on peut se procurer des mangas et des animés sans la censure. Aujourd'hui, le hentai, vous le savez très bien, mais c'est une industrie absolument mondiale. Énorme, gigantesque, colossale et surtout inarrêtable. Le sexe, c'est bien l'une des choses que le monde entier consomme et ne s'arrêtera jamais de consommer. On parle de milliards de vues par année sur les sites spécialisés. Et évidemment, rares sont les personnes qui assument ouvertement consommer du hentai. Mais pourquoi ? Tout ça, c'est principalement dû à la trop grande diversité dans le domaine du hentai. Généralement, si tu dis que tu regardes du hentai, les gens vont tout de suite imaginer que tu te masturbes forcément devant une meuf qui se fait prendre par tous les orifices possibles grâce aux tentacules. Évidemment, heureusement, il n'y a pas que ça, mais le fait que ça existe, et quand on parle de hentai, c'est principalement ça, l'image qui vient à la tête des gens, forcément, quand tu parles de hentai, tu deviens un mec un peu chelou. Mais comme vous le savez et comme on l'a vu, le genre pornographique, que ce soit à travers les dessins ou autre chose, ça existe depuis toujours. Parce que les délires chelous du Japon, parce que c'est principalement de là-bas que ça vient, ça existe depuis très longtemps, et comme je vous l'ai montré au début de la vidéo, la meuf qui se fait prendre sur les estampes par des tentacules, ça aide pas forcément à ce que les gens acceptent ce genre de choses. Donc, globalement, le monde entier a retenu uniquement ça comme l'image du hentai, ce qui rendra le sujet tabou. Heureusement, le hentai a grandement évolué, et parfois même des histoires réalistes avec des personnages qui ont une réelle profondeur. Le sexe, évidemment, est au centre de l'histoire. Moi, par exemple, en parlant de trucs sexuels, du hentai et tout ça, je sais pas si l'œuvre est considérée comme un hentai à proprement parler, mais j'ai lu et j'ai adoré Nozokiana. Et récemment, je lis Partners 2.0 aussi, que je trouve très cool. C'est justement ça que j'ai bien aimé dans ces œuvres. C'est, je veux pas lire du cul pour lire du cul, je veux, moi, découvrir des personnages qui ont une réelle existence et des réelles penser, pas juste adorer l'acte sexuel, mais pourquoi l'acte est provoqué et comment, et tous les délires un peu psychologiques que certains vont avoir. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Voir une meuf qui se fait prendre par des tentacules, c'est pas trop mon délire, mais quand c'est très réaliste et que les personnages sont bien écrits et bien développés, j'aime bien découvrir. Donc si jamais vous avez des œuvres dans ce genre-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je regarderai ça. Le hentai a permis à beaucoup d'œuvres de continuer à perdurer et à vivre à travers le temps.
au lieu de sexualiser un acteur ou une actrice et de faire du, par exemple, deepfake, comme on a beaucoup retrouvé, ce que je trouve pas bien du tout, et ben en fait on va juste reprendre les personnages sous forme de dessin, ce qui fait que c'est plus forcément l'actrice sur lequel on va fantasmer, mais c'est juste le personnage en lui-même. On va aussi évidemment prendre un peu de temps pour parler de l'IA qui forcément va permettre de sexualiser encore plus énormément d'œuvres. Donc voilà, faites attention, c'est bien de créer des choses avec l'IA, je suis pas forcément contre, ça dépend comment on l'utilise. Mais voilà, sachez qu'à mon avis, d'ici très peu de temps, on va avoir je sais pas combien de trucs sexuels faits par IA, et ça aussi ça me fait un peu peur. N'ayez pas honte de ce que vous aimez. Il y en a qui lisent des romans érotiques, il y en a qui préfèrent voir justement ce qui se passe aussi tout en lisant et en ayant des personnages qui se développent. C'est propre à chacun ses fantasmes et chacun ses envies. En tout cas voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo sur la naissance du hentai au Japon et tout ça, et la popularisation à travers le monde vous a plu. Dans tous les cas, prenez soin de vous, c'est très important. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et on n'oublie pas le classique, bisous sur les fesses.